Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV et bienvenue sur ce nouveau format. Donc ce format qui consiste à vous faire une revue de presse de l'actualité de la semaine. Dans ce format sera présenté tous les dimanches. Cela nous permettra d'avoir le temps de rechercher les bons articles et surtout des articles qui auront tous les éléments sur les faits marquants de la semaine. Donc, ce sera des articles qui seront plus riches que les articles qu'on vous présente souvent quand on a des vidéos à chaud qu'on vous présente. Voilà. Donc, pour cela, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager. Cela permet de grandir la chaîne et puis de vous proposer plusieurs vidéos d'actualité. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Pour cela, j'ai plusieurs articles à vous présenter et donc je vais vous dire ce qu'il y a comme programme. Donc nous allons parler du Sénégal et surtout la chasse aux sorciers qui s'y déroule actuellement. Donc je vais essayer de vous présenter un peu le contexte, la situation au Sénégal et puis ensuite parler du sujet en soi. Donc pour chaque sujet, j'essaierai quand il y a la possibilité de vous donner le contexte avant de lire l'article. Et puis ensuite, nous avons le Bénin, tentative de coup d'État. Cette fois-ci aussi, j'essaierai de vous donner quelques éléments de contexte et puis vous donner les différents éléments des articles. Troisième sujet, nous allons parler de l'accord entre le Mali, Burkina, Niger et la Russie pour des obtentions d'images satellites. Très intéressant. Nous allons en parler. Et j'ai une petite remarque à vous parler, à vous montrer sur cette partie-là, sur ce sujet-là. Et puis nous reviendrons bien sûr sur les coups de feu entendus, pas un coup d'État, les coups de feu entendus dans la capitale guinéenne durant cette semaine. En vous apportant quelques éléments, mais cette fois-ci, nous n'avons pas eu trop. Donc, pour les gens qui ont déjà regardé la vidéo sur laquelle nous avons parlé de la Guinée, je pense que vous êtes déjà servis. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer et nous commençons par le Sénégal. Petit élément de contexte. Donc, comme vous le savez, le gouvernement actuel, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale et a fixé la date des prochaines élections législatives le 17 novembre. Ok. Et donc, dans ce contexte, juste avant ces événements, donc la suspension de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko avait dit que ils allaient suspendre l'Assemblée nationale, mais ensuite faire la chasse aux sorcières. Donc, beaucoup de gens qui sont trempés ou soupçonnés d'affaires de corruption seront auditionnés. Il y aura des enquêtes et puis voilà. Et donc, on a un premier exemple d'une personnalité de l'ancien gouvernement, donc un ex-ministre qui est inculpé. Et donc, pour cela, j'ai l'article RFI et j'ai CNews. Nous allons passer très rapidement. Le Sénégal. L'ex-ministre des Sports, Lat Diop, inculpé et placé en détention. Au Sénégal, il est un des premiers cadres de l'époque Macky Sall à faire face à des poursuites pour des délits économiques et le premier ex-membre du gouvernement à être écroué. Le ministre des Sports de 2023 à 2024, Lat Diop, a été inculpé et placé en détention jeudi soir pour des accusations en lien avec son poste précédent de directeur de la LONASE, la Loterie nationale du Sénégal. Ouais. Alors, ce sont des déclarations d'un ancien patron d'une société de paris sportifs en ligne qui a mené Lat Diop en prison. Au cours de son audition par le nouveau pôle judiciaire financier, tout juste installé, Mohamed Dieng a déclaré avoir remis plusieurs milliards de francs CFA au PDG de la LONASE. Donc LONASE, comme ils l'ont dit, c'est Loterie nationale du Sénégal. Alors, donc,
Des accusations repoussées par l'intéressé désormais inculpé pour extorsion, détournement et blanchiment d'argent. Donc voilà, l'accusé, donc l'ex-ministre Lat Diop, réfute ces accusations. On nous dit, le jeudi, le Premier ministre Ousmane Sonko a promis des enquêtes pour régler la corruption généralisée. Donc ça, ce sont ses mots et c'est ce qu'il avait employé il y a encore les 3 semaines. Donc, Lat Diop préparait une candidature aux élections législatives du 17 novembre à Guédiawaye. J'espère que je l'ai bien prononcé. L'ancienne majorité repousse les accusations de mauvaise gestion à son encontre. Elle comptait organiser une manifestation ce vendredi dans le cadre de la nouvelle alliance pour la transparence des élections législatives, mais la manifestation a été interdite. Pourquoi le nouveau gouvernement interdit des manifestations? Bon, ici, nous avons plusieurs points de vue ou explications. Pourquoi Lat Diop se présente pour ces élections? Peut-être pour avoir l'immunité parlementaire, pourquoi pas, il faut se poser la question. Et pourquoi le gouvernement interdit cette manifestation? C'est peut-être parce que cela démontrera que en fait Lat Diop est beaucoup supporté et que il se lance dans une campagne, on va dire, de censure. Peut-être c'est ce que le gouvernement fait. Bon, à vous de juger, je ne prends pas parti, j'essaie juste de donner des éléments de réflexion. Voilà. Donc, face aux accusations de détournement et de dérapage financier porté par le Premier ministre, Abdou Mboy, ancien député et porte-parole de l'APR, soupçonne une campagne électorale avant l'heure du Premier ministre en mauvaise posture. Donc, selon l'ancien député, donc qui a justement n'est plus député parce que l'Assemblée a été dissoute, lui, il soupçonne que le Premier ministre fait déjà des campagnes électorales avant l'heure parce qu'il est en mauvaise posture. Donc, le Premier ministre Ousmane Sonko. Voilà, ça c'est le premier article et je vais passer rapidement sur CNews qui parle quasiment de la même chose et là, voici, il y avait des éléments différents par rapport à l'article d'RFI. Je n'ai pas trouvé énormément, sauf que ici, on a les déclarations, je crois, de l'avocat de Lat Diop. Allez, on va passer directement à l'article. Justice, Lat Diop, ex-ministre des Sports, placé en garde à vue après plusieurs heures d'audition. Plusieurs observateurs s'y attendaient. Après plusieurs heures devant les éléments de division des investigations criminelles DIC, l'ex-ministre des Sports et ex-directeur général de la LONASE, Lat Diop est finalement placé en position de garde à vue. Il va rester à la disposition des enquêteurs. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et de blanchiment de capitaux. Il sera ainsi présenté ce lundi au procureur du pôle financier judiciaire installé récemment par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Son avocat, M. El Hadji Diouf, se dit consterné. Aucune preuve n'a été posée sur la table. La garde à vue est injustifiée. Nous continuerons à nous battre. Voilà. Et puis ensuite, il donne un peu quelques éléments d'explication. Je pense que c'est des éléments intéressants. Après, on n'est pas là pour juger. On est là pour comprendre ce qui se passe. Lat Diop a multiplié par 3 le chiffre d'affaires de la LONASE de 100 à 30 milliards. La redevance de OneXBet est passée de 20 millions à 2 milliards. Lat Diop a démenti posséder un immeuble ni à Grenoble ni à Paris. Nous nous attendons à une libération immédiate de Lat Diop, car toutes les accusations étaient gratuites. Même les enquêteurs étaient surpris en recevant la demande de garde à vue. Bon, c'est toi qui le dis.
Cet homme devait être félicité et non puni injustement. Il a permis à l'ONAS d'être une entreprise de fierté nationale. Aucun corps de contrôle n'a émis la moindre réserve et la moindre critique sur la gestion de l'ATIOP. Ouais, en tout cas, de passer de 100 à 300 milliards, si c'est justifié, c'est qu'il a fait du bon boulot quand même. Mais après, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas aussi triché derrière. Voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour le sujet du Sénégal? Est-ce que on va dire, c'est la chasse aux sorcières sans justification, ou c'est réellement des gens qui sont trempés ou qui ont trempé dans la corruption, donc qui ont vraiment beaucoup d'argent caché? Mettez vos commentaires. Nous allons passer au prochain sujet. Donc, il parle de la tentative de coup d'État au Bénin. Alors, ici, le contexte, il est très simple. Le seul contexte, c'est qu'il y a une tension entre le Bénin et le Niger. Ça, il faut prendre en compte. Beaucoup de gens accusent le président actuel du Bénin d'être une marionnette de la France. Et puis, le dernier élément, c'est que les élections présidentielles, je crois, sont en 2026. C'est un peu loin, mais c'est en même temps à la fois un peu proche. Donc, est-ce il commence? Donc, il y a forcément des coups qui vont commencer à retentir. Voilà. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer sur fratmat.info, qui nous parle de la situation. Tentative de coup d'État au Bénin. L'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, interpellé avec 1,5 milliard de francs CFA en cash. Il est chaud, lui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le procureur spécial du Bénin, Elom Mario Metonou, excusez-moi, a révélé le 25 septembre 2024 lors d'une déclaration publique un complot visant à renverser le gouvernement. Dans la nuit du 23 au 24 septembre, l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, a été arrêté par la brigade criminelle alors qu'il tentait de transmettre 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Ce dernier, chargé de la sécurité du chef de l'État, aurait été approché par Omeki pour participer à un coup d'État prévu le 27 septembre 2024. Bon, c'est quand même, il y a beaucoup d'éléments précis qui font que c'est sûr que l'événement s'est passé, mais ensuite, maintenant, est-ce que tentative de coup d'État ou organisation, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais là, enfin, ce qu'on peut remarquer, c'est que les dates, les montants, le nombre de sacs, tout est précis, c'est bien. Selon les premières investigations, Oswald Omeki aurait agi en collusion avec Olivier Boko, qui aurait mobilisé les fonds pour financer cette tentative de putsch. Dès le 6 août 2024, un compte bancaire a été ouvert à la NCA, Banque Côte d'Ivoire, au nom du commandant de la garde républicaine, avec un dépôt initial de 105 millions de francs CFA. Ah, l'argent, ça coule, hein. Dans un communiqué, qu'est-ce que la banque nous dit alors pour cela? Est-ce que la banque a répondu? Tout de suite, on y va. Dans un communiqué, le groupe NCA a déclaré qu'il n'existe aucun compte ouvert au nom ou pour le compte du commandant de la garde républicaine du Bénin dans les livres du NCA, Banque Côte d'Ivoire. Cependant, la NCA Côte d'Ivoire précise que le concerné est plutôt titulaire depuis le 9 juillet 2024 d'un contrat d'assurance NCA Prestige, souscrit auprès de NCA Vie Assurance en Côte d'Ivoire. À ce jour, les versements reçus pour ce contrat s'élèvent à 55 millions de francs CFA. Moi j'ai une question. Pourquoi souscrire une assurance vie dans un autre pays? Le responsable, le garde, comment on l'appelle, le commandant de la garde républicaine, pourquoi il n'a pas ouvert son assurance vie au Bénin? Ok. C'est des questions à se poser. Pourquoi il part en Côte d'Ivoire pour ouvrir ce compte-là?
Voilà, je pense que j'avais ces éléments et puis, donc je vais pas trop aller en détail, je crois. Si, parce que c'était intéressant derrière. Dans sa déclaration, le procureur spécial a précisé que c'est le 24 septembre que Omeki a remis en espèces la somme colossale de 1,5 milliard de francs CFA au commandant. Cette somme est décomptée en plusieurs lots de billets de 10 000 et 5 000 francs CFA. Aussi a-t-il souligné que cette transition s'est effectuée dans un véhicule Toyota. Ah, c'est trop précis, hein. C'est vraiment, donc il y a forcément, il y avait une, comment on appelle cette filature, enfin en tout cas ils l'ont suivi, c'est sûr, muni d'une fausse plaque d'immatriculation appartenant à l'ancien ministre. Eh ben, c'est à ce moment-là, dira le procureur spécial, que la brigade criminelle a procédé à l'arrestation d'Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine. Peu après, Olivier Boko a également été interpellé. L'enquête se poursuit pour identifier toutes les personnes impliquées dans cette tentative de coup d'État. Le procureur spécial Mario Metonou a précisé qu'il tiendra à informer le public de tout nouveau développement dans cette affaire. Cette tentative d'échouer grâce à la vigilance des forces de l'ordre démontre, une fois de plus, les dangers qui menacent la stabilité politique du pays. Rapidement, nous passons sur l'article, bon, toujours sur le même sujet, mais là, nous allons utiliser l'article du Monde. Au Bénin, arrestation d'un ancien ministre et d'un homme d'affaires accusé de préparer un coup d'État. Ils ont mis entre guillemets un coup d'État. Oswald Omeki, ancien ministre, et Olivier Boko, ami de longue date du président Patrice Talon, ainsi que le commandant de la garde républicaine, ont été interpellés dans la nuit du lundi à mardi à Cotonou, capitale du Bénin. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, je vais passer rapidement parce que là, on parle un peu de la même chose, mais c'était ici les éléments, donc des ambitions politiques. L'homme d'affaires béninois Olivier Boko, ami de longue date du président Patrice Talon, a également été arrêté dans la nuit de lundi à mardi à Cotonou, la capitale économique du pays, d'après ses proches, et la Criette. Devant la presse mardi, un collectif d'avocats a réclamé la libération immédiate d'Olivier Boko et a dénoncé un enlèvement. Alors, à l'heure où nous tenons le présent point de presse, il n'est possible ni à sa famille ni à nous-mêmes de ses avocats de savoir où et dans quel état se trouve M. Boko, sans doute privé d'aliments et surtout ses médicaments, a expliqué le collectif d'avocats. Donc ça, ce sont ces avocats qui sont mis directement sur le terrain pour essayer d'avoir quelques informations et surtout de savoir où il est, où il a été emmené. Parce que oui, normalement, ils doivent le savoir quand même. Mais là, on nous parle un peu de trucs un peu plus intéressants. Voilà, j'avais une note ici. Voilà, donc je me posais la question, vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà de c'est un enlèvement ou pas? Maintenant, Olivier Boko avait commencé à afficher des ambitions politiques, laissant penser qu'il se porterait candidat à la magistrature suprême en 2026, ce qui aurait déplu Patrice Talon. Ce dernier, au pouvoir depuis 2016, arrivera en 2026 au terme de son second mandat. La constitution béninoise fixe à 2 mandats la limite de l'exercice présidentiel. Est-ce que c'est pas là le jeu qui commence en fait, le jeu des présidentielles de 2026. Donc il veut éliminer un concurrent, qu'est-ce que vous en pensez? En 2023, l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, avait démissionné de son poste ministériel après avoir appelé à soutenir la candidature d'Olivier Boko pour succéder à M. Talon. Ce dernier est souvent accusé d'avoir opéré un virage autoritaire au Bénin, considéré comme l'une des démocraties les plus stables de la région. Mais en effet, oui. Donc, en lisant ces deux parties, moi, est-ce qu'on ne peut pas penser à
on va dire, un coup de poker de Monsieur Talon pour éliminer un candidat, on va dire un potentiel rival pour 2026, même si normalement Monsieur Talon ne doit pas se présenter pour 2026. Mais voilà, il y a des jeux, hein, n'oubliez pas, les gens du pouvoir, c'est leur vie, donc c'est très très difficile de les empêcher de rester ou de jouer dans leur cour du pouvoir, on va dire ça comme ça. Et donc, le ministre qui est là a démissionné pour rejoindre Monsieur Boko afin de justement préparer les élections de 2026. Loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont loin, mais en réalité proches aussi, parce que c'est maintenant que ça commence en fait. C'est maintenant qu'il faut travailler les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Un coup de poker ou une tentative de coup d'État? N'hésitez pas, faites-le savoir dans les commentaires. Nous allons attaquer le prochain sujet qui parle de l'alliance ou d'un accord entre le Mali, Burkina et le Niger et la Russie pour obtenir des images satellites. Alors ici, je vous ai dit de rester parce que c'est une remarque que j'ai faite dans mes recherches, quand je recherche des éléments dans les articles. Je constate qu'énormément de presse vous écrivent ou dans des articles, mais en fait ces articles ils les prennent entièrement ou presque entièrement de la RFI ou du Monde ou de BBC, et c'est quasiment des copier-coller. Bon, heureusement qu'ils mettent ici l'origine. Par exemple, ils m'ont dit que c'est RFI. Mais voilà, donc c'est pourquoi quand moi dans mes vidéos je vous présente souvent RFI ou Le Monde, parce que la plupart des articles locaux que je lis sont souvent sourcés sur RFI. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter directement le RFI ou Le Monde. Donc voilà, donc si vous posez souvent ces questions, c'est la raison. Mais si je trouve un article local qui donne des éléments peu différents, je vous le présenterai. Mais voilà, c'était ce constat que je voulais vous montrer. Néanmoins, je vais continuer sur l'article de Presse Afrique. On nous dit le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, a réuni en début de semaine des hauts responsables militaires pour ajuster la stratégie et donner de nouvelles opérations. Bon, avant tout, j'avais oublié, il faut que je replace le contexte. Comme vous le savez, au Mali, à Bamako, il y a eu une attaque terroriste qui a choqué en fait toute la région. Ils sont arrivés jusqu'à Bamako, ils ont attaqué une école de gendarmerie et puis ensuite attaqué l'aéroport où ils ont endommagé plusieurs appareils, plusieurs avions. Donc j'ai fait une vidéo sur ce sujet, un live même. Donc n'hésitez pas à regarder dans mes vidéos, vous la retrouverez avec plus de détails. Et comme je l'avais promis, je ferai aussi une vidéo qui relate tous les événements de cette attaque et les conséquences, et puis la réaction internationale sur ce sujet-là que je vous présenterai très bientôt. Faute de temps pour le moment, j'ai pas réussi à le faire. Donc voilà, c'est un peu le contexte. Donc là, les djihadistes attaquent maintenant de plus en plus en profondeur et il est temps de réagir. Est-ce qu'ils vont réagir? On verra. Donc cet article nous présente quelques éléments. Donc je lis. Donc 6 jours après des attaques djihadistes qui ont fait des dizaines de morts à Bamako, selon le journal L'Opinion, la junte malienne et ses alliés burkinabés et nigériens auraient à cette occasion formalisé un accord avec Glavkosmos, filiale de l'agence spatiale russe Roscosmos, pour obtenir des renseignements satellitaires. Ah oui, ça pourrait être très intéressant parce que ça permet de quadriller on va dire, un grand espace, parce que c'est la difficulté de ces pays, c'est qu'ils ont des grands espaces vides qu'ils ne contrôlent pas, on va pas se cacher, ils ne les contrôlent pas. Et donc pour pouvoir le contrôler, avoir des images, la possibilité d'accéder aux images satellites, on nous dit les orientations complémentaires pourraient être d'ordre spatial avec un accord signé avec
Glavkosmos, filiale de l'agence spatiale russe Cosmos, pour obtenir des imageries satellites précise le journal L'Opinion. Donc, leur source est L'Opinion, hein. Mais cela ne sera pas suffisant pour endiguer la menace. Effectivement, c'est pas parce que vous avez des images satellites que vous pourrez directement, je sais pas moi, résoudre tous vos problèmes. C'est impossible. Ça présente, donc là je cite qui, on verra. Ça présente un gros avantage quand on est dans des zones qui sont densément équipées d'infrastructures. Mais c'est une photo qu'on peut actualiser qu'une fois tous les 24 heures. Ah, désolé, my bad. J'avais dit c'est en temps réel, mais non, c'est toutes les 24 heures parce qu'il faut que le satellite fasse le tour. Explique Didier Cast, ancien commandant de l'opération Serval. Donc, quand on est dans des zones comme le Sahel, dans laquelle les gens avec un pick-up sont capables de faire 400 km dans la nuit, qu'ils dorment dans le repli d'entre deux cailloux, ouais, ça c'est vrai. Ça se présente quand même beaucoup moins d'intérêt. Ça présente quand même beaucoup moins d'intérêt parce que ce n'est pas exploitable. Je pense que c'est plutôt une histoire de salut plutôt qu'une histoire d'efficacité opérationnelle. Je vais voir ça, on va dire c'est un peu de la jalousie ça, parce qu'ils l'ont pas fait, donc ils veulent dire que quand je dis il, c'est que ce commandant, donc il a travaillé, il était dans l'opération Serval, donc la France. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas donné des images satellites aux autorités. Et là, il y a la Russie qui le fait. Et bon, donc forcément, il va critiquer, il va dire ça n'a aucune importance. Si, c'est une importance. Alors, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça a une importance. Voilà. Pour moi, ça permet, on va dire, c'est un autre élément qui permettra c'est des données. Donc, après, il faudra que l'armée malienne puisse traiter efficacement ces données-là. Forcément, ça sera un plus. Voilà. En revanche, le Mali comme le Niger disposent de drones très efficaces. Les BT2 fournis par la Turquie, mais dans l'immensité du désert, encore faut-il savoir vers où les orienter pour obtenir des informations. Et tout repose sur un renseignement préalable qui aujourd'hui semble faire défaut. Et ben voilà, c'est ça. Le renseignement préalable, les images satellitaires vont contribuer pour ce renseignement préalable. Donc, bon, c'est avantageux. Il n'y a aucun doute, ça va apporter quelque chose de plus. Voilà. Donc, pourquoi je vous parlais de l'article avant de finir sur ce sujet? Parce que si vous regardez très bien, vous verrez, c'est un copier-coller. Tout ça, c'est un copier-coller qui a été mis ici. Donc, ils ont copié-collé l'article de RFI. Ils sont venus le mettre ici. Comme je disais, donc c'est un copier-coller de l'article. Alors, ils ont bien mentionné, c'est pas un plagiat, je précise, c'est pas un plagiat. Ils ont bien mentionné qu'ils ont pris l'article ici de RFI, mais voilà, ils n'apportent pas quelque chose de plus. Vous voyez, c'est ça le souci. Bon, sans plus tarder, je vais finir avec le sujet de la Guinée. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, vous pouvez aller la voir, elle est plus détaillée, mais bon, vu que c'est une revue de presse, il faudra que je mentionne quand même ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Guinée durant cette semaine? Donc, il y a eu des coups de feu qui ont été entendus dans la capitale, Conakry. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je vous parle du contexte. Vous savez, nous approchons la fin d'année où le gouvernement devrait présenter le calendrier des élections. Et il y a de grosses rumeurs, presque une réalité, hein, parce que les gens sont sortis en Guinée pour manifester cela. Des rumeurs sur lesquelles l'actuel président de la transition se présentera aux prochaines élections, chose qu'il avait promis ne pas faire. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est un peu le contexte, situation de transition, fin
normalement de la transition bientôt, donc présentation du calendrier des élections présidentielles, communales, législatives, tout ce qu'il faut. Et puis, probable candidature du président de la transition actuelle, chose qu'il avait promis ne pas faire. Donc, c'est un peu la situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des coups de feu. Il y a eu des coups de feu à Conakry le mercredi 26. Ensuite, immédiatement, la présidence a passé un communiqué que je vous montre tout en bas là, le 26, pour dire que non, c'est faux, il n'y a pas eu de coup de feu, c'est des fausses rumeurs. Donc, je vais vous lire le communiqué rapidement parce que c'est très intéressant. Communiqué de la présidence. Dans l'après-midi de ce jeudi 26 septembre 2024, une folle rumeur des prétendus tirs d'armes à la présidence de la République a été distillée dans la ville et à l'étranger. Cette intoxication a entraîné un climat de panique par endroits. À ce propos, la présidence de la République tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que ces rumeurs sont fausses et montées de toutes pièces. Par la même occasion, la présidence de la République invite les populations de Kaloum et de Conakry à continuer à vaquer librement à leur occupation. Voilà, donc ça c'est le communiqué qu'ils nous ont sorti juste après qu'il y ait eu des rumeurs de coups de feu à Conakry. Mais en réalité, est-ce que c'était des rumeurs ou c'était réellement, il y avait réellement eu des coups de feu? Et bien, l'article du 27 sur Africa News nous donnera en fait des éléments. Donc, jeudi, près du palais présidentiel à Conakry, en Guinée, des coups de feu ont été tirés. Eux, ils nous donnent directement. Suite à ce drame, l'armée a brièvement bouclé le centre-ville et a évacué la population. Et vous voyez, donc c'est vraiment en contradiction avec avec le communiqué de la présidence. Alors, un responsable diplomatique proche du dirigeant guinéen a déclaré à l'agence de presse AP que 11 soldats avaient ouvert le feu sur les forces spéciales autour du palais, mais les militaires ont été vite maîtrisés. Et donc, vous voyez, là, on donne même des éléments plus précis. 11 soldats. Et ils ont tiré sur des éléments de forces spéciales autour du palais présidentiel, bien sûr. Donc, il n'y a pas de doute. Il y a eu des feux et puis on a eu des confirmations, même des vidéos où on entendait en fait des coups de feu. Alors, toutes les rues menant vers le palais présidentiel ont été fermées à la circulation automobile et piétonne. Par la suite, des embouteillages se sont créés, bien sûr. Alors, je ne vais pas vous relire, si vous voulez plus de détails, vous pourrez regarder ma vidéo qui parle de ce sujet. Mais ce qu'il rajoute en fait, c'est que le fonctionnaire qui nous a donné les éléments sur le nombre de soldats, nous donne ici aussi quelques éléments. Le fonctionnaire a déclaré que les soldats étaient fidèles au colonel Célestin Biavogi, disparu il y a près d'un an, dans des conditions mystérieuses à la suite de son arrestation par les forces spéciales. Le colonel a été retrouvé mort mercredi, selon sa famille et ses avocats. Et ben en fait, le colonel Célestin Biavogi, qui avait disparu ça fait plus d'un an, a refait surface, mais il a refait surface déjà mort, donc c'est son corps qui a été retrouvé. Au final, le calme est revenu. Pour votre information, le calme est revenu. Il y a des éléments qui sont cachés. Nous en apprendrons, c'est sûr, très bientôt, plus sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Pour le moment, le calme est revenu et les gens vaquent à leur occupation, comme l'a dit le communiqué. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez de ce format. Mettez vos commentaires, likez, partagez. Encore une fois, partagez, ça permettra de grandir la chaîne et de vous proposer beaucoup plus d'éléments d'actualité. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.